De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous partons à Berlin. Berlin qui est devenue une destination très prisée. Non seulement l'Allemagne affiche une économie forte, mais sa capitale présente également de nombreux atouts. Un marché immobilier encore abordable, une scène culturelle renommée et aussi un climat favorable aux start-up et aux créateurs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Marc Fougnier. Vous Bonjour. êtes expert comptable, associé du groupe Mazars, et vous venez de coordonner la rédaction de l'ouvrage intitulé Acheter, créer, gérer son entreprise en Allemagne, que voici, que je présente, qui vient de sortir aux éditions Erol. Bonjour Christelle Bonjour. Auroux. Bonjour. Vous êtes installée en Allemagne depuis 10 ans déjà et vous travaillez pour une entreprise française en Allemagne et à Berlin. Exactement. Pour débuter cette émission, nous allons écouter Monsieur l'ambassadeur de France en Allemagne qui nous fait un état des lieux de la communauté française à Berlin. Bonjour Paris, bienvenue à Berlin, à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de TV5 Monde. Que peut-on dire des Français de Berlin ? D'abord qu'il y en a 23 500 qui sont inscrits au consulat. Ça représente à peu près 20% des Français inscrits sur nos listes en Allemagne. On peut dire aussi que c'est une population qui augmente de 2 à 3% par an depuis une dizaine d'années. C'est intéressant parce que dans la décennie qui a suivi la chute du mur de Berlin, au contraire, et c'est normal, la population française à Berlin avait plutôt diminué en raison de la fin de ce qu'on appelait à l'époque le gouvernement militaire français de Berlin, qui était associé au statut de la ville divisée. Alors, Christelle Auroux, la population française augmente en Allemagne. Est-ce que Berlin est devenue une destination à la mode ? Berlin est devenue une destination très à la mode, pas seulement pour le tourisme, sachant que la ville de Berlin a fait énormément pour attirer plus de touristes. C'est la 3e destination à l'heure actuelle en Europe, mais aussi pour s'installer. C'est une ville bon marché, une capitale avec beaucoup d'avantages. Alors, Jean-Marc Fournier, remettons Berlin dans son contexte. Est-ce que Berlin est plutôt la capitale administrative qu'économique ? Effectivement, Berlin, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'Allemagne a une organisation, une structure fédérale. Berlin en est la capitale administrative. Les centres économiques historiques se trouvent plus généralement à l'ouest et au sud de l'Allemagne, c'est-à-dire sur un axe qui forme un croissant à partir de la ville de Düsseldorf jusqu'à Munich. Est-ce que Berlin est plutôt une boîte aux lettres pour les entrepreneurs ou c'est réducteur de dire ça ? En fait, dire que Berlin est une boîte aux lettres, aujourd'hui, c'est certainement réducteur. Il y a des investisseurs internationaux qui viennent créer des entreprises à Berlin. Les Français y sont aussi très présents. Sur l'ensemble des investissements pratiqués au cours des 2 dernières années, 20% de ces investissements étaient d'origine française. Très bien. Alors, on fait une pause et on se retrouve juste après pour parler de l'économie verte à Berlin. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons de Berlin qui représente la ville alternative en Allemagne. On va écouter tout de suite Mayuri Sunshine qui est conseiller du commerce extérieur et qui nous parle de cet esprit vert à la berlinoise. Alors Berlin, c'est la 8e ville la plus verte en Europe. Donc après principalement les pays scandinaves, donc là nous parlons de Stockholm et de Copenhague entre autres. 72% des Berlinois possèdent un vélo. Ce qui est vraiment un record, aussi au niveau européen. Et moi, je le vois bien lorsque justement je vais emmener ma fille le matin à l'école. Nous avons divers moyens de transport très écologiques qui sont utilisés, des vélos hybrides, des carrioles en tout genre, qui montrent vraiment que ce côté green, ce green spirit, il est vécu au quotidien. Donc, pas seulement dans les mesures d'économie d'énergie qui sont lancées évidemment par le gouvernement, entre autres, mais aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, à l'agence, nous avons privilégié une société de nettoyage, donc de bâtiments, qui se dit verte aussi, donc qui n'utilise que des produits qui sont en respect avec l'environnement, des méthodes aussi de lavage où l'eau est économisée, où l'eau chaude entre autres, le savon est économisé. Donc cette société qui s'appelle Putze, par exemple, rentre complètement dans ce cadre du quotidien, de ce vert spirit qui est vécu au quotidien par tout le monde. Et puis surtout, nous réfléchissons en communauté ici à Berlin. Nous avons tout un système de co-creation, donc des espaces de coworking. Donc au lieu d'avoir chacun un bureau avec plusieurs lampes et plusieurs bureaux qui nécessitent l'utilisation de plusieurs kilowatts, on s'associe et on crée des espaces où chacun peut venir travailler dans un espace commun en respectant justement toutes des mesures d'économie, d'énergie, entre autres, et autres. Donc ça, c'est le côté co. On a évidemment le covoiturage, co-sharing, co-branding, le co-coco. Donc partageons de façon communautaire, justement, pour protéger les bienfaits de la nature. C'est vraiment l'esprit vert à la berlinoise. Alors, en réaction à cette vidéo, Jean-Marc Fournier, quels sont les secteurs porteurs à Berlin et quel type d'entrepreneurs attire cette ville aujourd'hui ? Aujourd'hui, les types d'entrepreneurs qui sont attirés par la ville de Berlin sont plus des secteurs d'activité que l'on connaît dans les médias, je dirais, la culture, peut-être. Tertiaire. Exactement. Il y a, par exemple, au niveau des startups, est-ce qu'il y a des choses qui bougent ? De nombreuses startups s'implantent aujourd'hui, effectivement. Au niveau des voitures électriques, effectivement. Il y a quelque chose qui se passe par rapport, par exemple, à Paris, qui est peut-être un peu moins développé sur ce point-là. Jean-Marc Fournier. Par rapport aux niches à exploiter dans les autres régions. Alors, les niches à exploiter dans les autres régions industrielles, comme on l'a précédemment évoqué, sont tous les secteurs industriels en Allemagne qui sont extrêmement bien développés, de Düsseldorf, de la région de Düsseldorf jusqu'à la région de Munich, qui sont l'énergie, l'industrie de la machine-outil. Est-ce qu'on pourrait avoir une cartographie du marché économique en Allemagne selon les régions, puisqu'il faut bien se rendre compte que ce n'est pas comme à Paris, qu'il n'y a pas Berlin, c'est pas la ville qui centralise le tout. Au contraire, c'est très hétérogène. Effectivement. Est-ce qu'on peut avoir une cartographie des centres économiques en Allemagne, comme je le disais, se situe sur l'axe croissant entre Düsseldorf et Munich. Les grands centres industriels représentant à peu près 70% du produit intérieur brut se situent notamment à Düsseldorf, dans la région de Düsseldorf, en Rhénanie du Nord, Westphalie, en Hesse aussi, dans la région de Stuttgart, dans le Baden-Württemberg et aussi en Bavière. On retrouve dans la région de Düsseldorf des économies très développées, des industries très développées, au même titre, en fait, que dans la Hesse, où les grands centres économiques se situent.
D'accord, donc à Berlin, quand on est un entrepreneur français, si on est dans les médias et la création, vaut mieux aller dans cette capitale, mais si par contre on est plus dans un secteur industriel, vous ne conseillez pas, si j'ai bien compris, d'aller à Berlin. Tout à fait. Mhm. Et Christelle Roux, est-ce que vous le remarquez qu'il y a cet esprit vert à la berlinoise, à Berlin, qu'il y a des startups qui sont créées dans ce sens-là? Est-ce que vous le remarquez dans votre quotidien? Je dirais que la ville de Berlin est la ville idéale pour un auto-entrepreneur qui veut se lancer à moindre frais, tout simplement. Et l'esprit alternatif de Berlin est fortement encouragé. Vous parliez d'esprit green. C'est une ville extrêmement verte, avec une forêt en plein centre de la ville pratiquement, et une région de lacs. Donc en fait, tout ce qui est alternatif, vert, c'est Berlin en Allemagne. D'accord, ok. Très bien. Alors, on va écouter Sandrine Bionda qui nous fait un point sur la fiscalité du patrimoine. Il est fortement recommandé à un Français en partance pour Berlin de faire un point sur ses avoirs financiers auprès de son établissement bancaire. En voici d'ailleurs la raison principale. Il est judicieux d'arbitrer certains de ses portefeuilles une fois installés en Allemagne afin d'être exonéré des plus-values mobilières. Comment cela se passe-t-il dans les faits? Si vous détenez des actions qui ont été acquises avant 2009 et que la participation est inférieure à 1%, en clair, il ne faut pas être détenteur de plus de 1% du portefeuille d'une société, le meilleur conseil à suivre est le suivant. Vous devez purger les plus-values sur ce type d'actions détenues depuis 2009, une fois devenu résident fiscal allemand. En effet, comparativement à la France, les plus-values seront dégagées de fiscalité, car en France, elles sont soumises aux prélèvements sociaux à un taux de 15,5% et à l'impôt sur le revenu avec des abattements spécifiques. En plus de cette particularité, voici quelques informations pratiques sur place. Il est important de noter qu'en Allemagne, les impôts sont prélevés à la source en fonction de ces classes d'imposition, qu'on soit célibataire, veuf, marié ou divorcé, avec ou sans enfants à charge. Et dans ce cas, on doit remplir une déclaration afin d'obtenir des déductions supplémentaires. Il est impératif de garder des factures originales et de se faire aider par un conseiller fiscal. Le dernier aparté, c'est que les régimes et matrimoniaux et successoraux sont totalement en ligne avec ceux applicables en France. Donc on vient d'entendre Sandrine Bionda qui nous fait un point sur la fiscalité du patrimoine. Jean-Marc Frougnier, qu'en est-il de la fiscalité des entreprises, des sociétés? La fiscalité des entreprises, comme nous l'avons vu précédemment, le caractère principal de la fiscalité des entreprises en Allemagne, c'est sa stabilité, qui permet aux entrepreneurs qui investissent en Allemagne de pouvoir planifier à moyen et long terme le poids de la fiscalité de leur entreprise. La fiscalité est fondée, le principe de la fiscalité en Allemagne est fondé sur la neutralité. C'est-à-dire que si l'on souhaite faire un comparatif entre le poids de la fiscalité en Allemagne et en France, il convient d'analyser les taux, mais aussi l'assiette, mais bien sûr aussi les niches fiscales qui sont nombreuses en France. D'une manière générale, on peut dire que le poids de la fiscalité des entreprises en Allemagne est moins important qu'en France. D'accord. Vous avez quelques chiffres peut-être? Alors, effectivement, en 2008, il y a eu une grande réforme de la fiscalité en Allemagne qui a conduit à réduire de moitié le taux d'impôt sur les sociétés de 30 à 15%. Aujourd'hui, ce taux de 15% correspond à un des taux les plus faibles d'Europe. Oui, donc c'est bien plus avantageux d'aller en Allemagne qu'en France, de ce point de vue-là. Notamment. Il faut rappeler aussi que le taux de charge sociale patronale en Allemagne est inférieur de moitié à celui que connaissent les entreprises en France. Au niveau de la création d'entreprises également, est-ce que c'est plus facile qu'en France au niveau administratif? La création d'une entreprise en Allemagne de type GmbH, c'est-à-dire SARL, nécessite entre 8 et 10 jours. La rédaction des statuts, ainsi que la création et l'ouverture d'un compte en banque, ainsi que l'inscription au registre du commerce et des sociétés, nécessite en moyenne entre 8 et 10 jours en Allemagne. D'accord. Christelle Roux, à Berlin, donc c'est assez simple aussi de créer une entreprise.
C'est d'autant plus simple qu'il y a un excellent réseautage, que ce soit au niveau des administrations, des étrangers qui s'installent sur place, des jeunes chambres économiques, beaucoup d'informations qui circulent. Et c'est extrêmement rapide, comme le disait M. Fournier. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, ce sont les difficultés qu'on peut aussi rencontrer à Berlin et notamment les différences interculturelles. Et on va écouter à ce sujet Frédéric Berner nous en parler. Donc, première difficulté, c'est, on va dire, l'endurance et les efforts de communication et de conviction qu'il faut produire pour convaincre. Deuxième difficulté, c'est la langue. Voilà, on considère dans le monde des affaires de nos jours que l'anglais suffit. S'il peut suffire entre deux grandes entreprises, fournisseurs et clients, les Allemands savent sourcer au fin fond de la Chine, donc on peut supposer qu'ils parlent autre chose que le bavarois du Sud. Mais comme disait un ancien chancelier allemand, Willy Brandt, if I want to sell you something, I will speak in English. But if you want to sell me something, dann müssen Sie Deutsch sprechen. Et en effet, la discussion menée entre un acheteur et un vendeur ensuite va descendre d'un étage. Elle va se retrouver, on va devoir communiquer avec des gens dans les rayons des supermarchés ou des gens dans les ateliers des entreprises. Et là, le client allemand est assez exigeant en relationnel, en service après-vente, en service tout court. Si on n'a pas la capacité de servir ces échelons inférieurs de la négociation commerciale et de la relation client-fournisseur avec des personnels des équipes bilingues, c'est compliqué. Alors heureusement, il y a des solutions pour combler ce déficit. Nous en sommes ces solutions. Aujourd'hui, nous avons 235 sociétés qui ont des filiales en Allemagne, qui sont hébergées chez nous, qui utilisent nos personnels pour faire l'interface avec la clientèle allemande et pour gérer la relation courante. Donc les solutions existent, mais il faut anticiper un peu de budget et un peu d'effort sur ces sujets-là pour gagner la confiance des Allemands et la conserver. Jean-Marc Fournier, peut-on faire du business en Allemagne si on parle seulement anglais? En réaction à cette vidéo. En réaction à cette vidéo, je dirais que parler l'anglais en Allemagne vous permet d'avoir une activité commerciale, une activité professionnelle, certes. Je pense que parler l'allemand est un formidable atout en Allemagne pour y travailler et pour y avoir une activité professionnelle. Je rebondis également sur la vidéo. Pour avoir une activité, je dirais, de base, pour survivre professionnellement en Allemagne, l'anglais suffirait. Ça dépend aussi de quel domaine dans lequel on travaille. Le domaine des médias, sans problème. Par contre, dès qu'on commence à s'adresser à du personnel, comme évoqué dans la vidéo, dans des supermarchés, etc., l'allemand est extrêmement nécessaire. À rajouter qu'en plus, non seulement il y a l'allemand en tant que langue, mais également tous les dialectes dans certaines régions. Donc Berlin, ça va. La Bavière, c'est un peu plus difficile. Vous-même, vous parlez allemand? Vous parlez certains dialectes? Je parle parfaitement allemand. J'estimerais que je parle parfaitement allemand. Je comprends quelques dialectes. Par contre, quand la conversation est trop rapide, ça devient difficile. C'était difficile d'apprendre cette langue? Je l'ai appris à l'école, mais c'est vrai qu'on en apprend encore plus sur le tas. Et l'allemand, est-ce que c'est aussi une langue qui structure le peuple? C'est structurel? Vous me disiez tout à l'heure, quand on en parlait, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? C'est le ciment, c'est ce qui est le point commun de toutes les régions en Allemagne. Donc chaque région a sa diversité en Allemagne, mais le Hochdeutsch, l'allemand, est ce qui cimente en fait toutes ces régions. Par ailleurs, la langue elle-même étant très structurée, une grammaire très importante, maîtriser l'allemand, ça permet aussi de comprendre un peu mieux la mentalité allemande, je pense. Bien sûr. Alors, on va continuer sur les différences interculturelles et on va écouter à ce sujet Alexander Wurst.
Alors, manager une équipe allemande, donc, je dirais, il y a des défis en France et en Allemagne. Spécifiquement en Allemagne, on a plus l'habitude que la hiérarchie nous demande, que la hiérarchie nous fait participer au processus de décision. D'ailleurs, c'est un point très sensible pour les Allemands, la hiérarchie. On ne veut plus une personne qui a trop de pouvoir. Depuis 1945, c'est toujours un traumatisme, je dirais. On a tout fait après 1945 pour faire en sorte qu'il n'y a plus jamais trop de pouvoir dans la main d'un seul homme politique dans une entreprise à l'école, par exemple. Et donc, du coup, c'est vrai, il ne faut pas trop prendre des décisions sans concerter donc, ses collègues avant, ses subordonnés. Ça, c'est une chose. Et autre chose aussi, pour moi, c'est plus facile, je dirais, d'apprendre comment gérer une équipe allemande que de gérer une équipe française. Parce qu'une équipe française, il y a beaucoup d'imprévus. On ne peut pas prévoir ce qui se passe. Les Français sont des fois très surpris à quel point on peut anticiper un comportement allemand, comment on est prévisible parce qu'on est bien l'organisation, la structure. Donc on peut plus anticiper avec une équipe allemande qu'avec une équipe française. Jean-Marc Fournier, les Français sont plus dans la séduction alors que pour les Allemands, il faut convaincre. On vient d'entendre Alexander Wurz nous en parler. En réaction à cette vidéo, est-ce qu'en Allemagne, il faut vraiment convaincre, il faut avoir des chiffres comment on fait pour négocier en Allemagne? Peut-être que les Français sont plus dans la sélection. En tout cas, nous, nos équipes d'audit sont multiculturelles, différentes nationalités sont représentées. Peut-être que les Allemands, plus souvent, souhaitent valider un projet, y adhérer. Dans ce sens-là, peut-être qu'ils sont effectivement plus dans la négociation, mais c'est dans un souci, je pense, d'adhésion au projet. Il faut être précis. Il faut être extrêmement précis et convaincre et être à l'écoute. On n'utilise pas, par exemple, le mot globalement, si j'ai bien compris, parce que pour un Allemand, c'est irritant. Globalement, ça veut tout dire et n'importe quoi pour un Allemand. En fait, en Allemagne, le fond compte plus que la forme, si je le résume par cette formule. Et pour revenir sur la vidéo, effectivement, l'allemand est dans l'adhésion, dans la participation. C'est relativement facile de manager une équipe allemande puisque il y a un processus de décision. Après, toutes les personnes adhèrent à la décision. Par contre, une fois que la décision est prise, on ne revient plus dessus. Donc, l'esprit critique et créatif français est très bien pour sortir de sentiers battus, mais ça ne correspond pas au processus habituel en Allemagne. Également, il faut faire la distinction entre la vie privée et la vie publique. On ne parle pas de sa vie privée au travail. Christelle Auroux, quelle est votre expérience ? Mon expérience, c'est qu'il est presque inutile d'essayer de joindre une entreprise allemande le vendredi à partir de 13h. Point. Tout le monde part... quand on laisse tomber le crayon, on laisse tomber le crayon et on passe à autre chose. La tendance en France à être joignable en dehors des heures de travail n'est pas comprise par les Allemands. De faire des heures de présence, ce n'est pas nécessaire. On estime au contraire une personne qui travaille trop longtemps, qui est trop présente dans l'entreprise, c'est qu'elle est forcément mal organisée. Jean-Marc Fournier, je crois aussi qu'il faut être à l'heure. Oui, il faut être à l'heure, il faut être ponctuel, mais je me permets de rebondir sur ce point. Effectivement, c'est toute une partie que nous avons développée dans notre ouvrage et qui permet effectivement d'éviter les pièges interculturels à un futur investisseur français et qui désire s'implanter en Allemagne. Très bien, donc ça on peut le retrouver dans votre ouvrage, ainsi qu'il y a aussi des points sur la fiscalité, etc., ce dont on a parlé au début de cette émission. Est-ce qu'il y a d'autres différences que vous remarquez aussi au quotidien au sein de votre entreprise, Christelle Auroux ? La ponctualité. J'étais une personne qui était très très souvent en retard. J'ai appris à être un peu plus à l'heure. Peut-être qu'au bout de 30 ans d'Allemagne, je serai extrêmement à l'heure. Mais c'est vrai qu'autant on dit en France la ponctualité, la politesse des rois, en Allemagne, c'est considéré comme une évidence. Ce qui joue aussi sur les projets. Donc le timing est à respecter, point.
Très bien. Merci Jean-Marc Fournier d'être venu sur ce plateau nous parler du marché économique en Allemagne. On va faire une pause et on se retrouve juste après pour parler de la vie au quotidien à Berlin. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons de Berlin et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alexia Karr. Vous êtes ce qu'on appelle en Allemagne une artiste multitalent. Vous êtes chanteuse lyrique, comédienne, sculpteur et artiste peintre. Et voici l'un de vos tableaux. Exactement. Qui s'appelle Symphonie fantastique et qui a l'intérêt de mêler donc la musique et la peinture. Très bien. Alors, on va tout de suite parler de la typographie de Berlin, qui est une ville très étendue. On va écouter Bastien Slowinski, qui nous indique pourquoi il a installé sa fromagerie dans un quartier très prisé de Berlin. Alors, on a choisi d'ouvrir notre fromagerie dans le quartier de Prenzlauer Berg à Berlin. Alors on a choisi ce quartier, c'est un quartier anciennement donc Berlin-Est. Donc déjà il y a une question d'envie tout simplement, on ne voulait pas être dans l'ancien Berlin-Ouest parce que c'est pas les quartiers dans lesquels on vit, et puis sachant que Berlin est très grand, on voulait rester dans les coins qu'on affectionne. Après dans les différents quartiers de Berlin-Est, Prenzlauer Berg était pour nous le quartier le plus mûr pour notre projet, parce qu'on vend quand même un produit de luxe, des fromages français de qualité. Du coup, on a quand même besoin d'un certain pouvoir d'achat. Et parmi les quartiers de l'ancien Berlin-Est plus jeunes, c'est le quartier où on va dire que le pouvoir d'achat est le plus élevé. C'est un peu un quartier bobo de Berlin, si on peut dire ça comme ça. Christelle Auroux, Berlin est une ville très étendue. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette ville ? Alors, la ville est très, très étendue, effectivement, à peu près 40 km par 40 km. Donc, c'est presque 4 fois Paris, si on veut. Enfin, Paris intramuros. La ville elle-même se compose de 12 quartiers principaux, sachant qu'il y a des sous-quartiers. Donc là, on arrive pratiquement à 100 sous-quartiers. Je dirais que les quartiers les plus à la mode à l'heure actuelle sont les quartiers est de la ville. Est-ce que c'est là où Bastien a installé sa fromagerie ? Ça fait partie des quartiers prisés aujourd'hui ? Exactement, c'est Prenzlauer Berg, on l'appelle avec quelques amis Pariserberg, la petite montagne de Paris, parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers, et notamment des Français qui se sont installés dans ce quartier. Après, c'est descendu un peu plus vers le quartier où moi j'habite, Friedrichshain. Et ça se déplace maintenant vers Neukölln, qui est le quartier où va de temps en temps Alexia. Oui, exactement, oui. Et il y a un problème de gentrification, peut-être à cause justement de ces quartiers qui deviennent à la mode. Alexia Karr, vous avez remarqué ça ? Oui, tout à fait. Écoutez, les quartiers sont toujours, très souvent en tout cas, découverts par les artistes. Les quartiers qui sont un peu délabrés de Berlin. Et puis, les artistes venant, les bourgeois viennent voir les artistes et ils refont les façades des maisons, etc. Et donc, ça donne que les loyers montent.
Et donc, les artistes ne peuvent plus rester. Et par exemple, au niveau du coût du logement, Christelle Auroux, vous avez un ordre de prix à nous donner? Alors, le coût du logement, un loyer pour une personne, je dirais seule, 40 mètres carrés, ça va être 400 €, toutes charges comprises. Donc, ça fait à peu près 10 € le mètre carré. Ça reste abordable. Ça reste très abordable. En fait, il faut toujours se méfier puisque les loyers sont indiqués en tant que loyer froid, ce qu'on appelle, donc sans les charges. Ils paraissent très bas par rapport au reste de l'Allemagne aussi, sauf qu'il faut rajouter quelques charges, notamment le chauffage, sachant que Berlin, ça peut être très froid en hiver. Et au niveau du coût de la vie? Eh bien, écoutez, c'est une chose qui m'a attirée dans cette ville, hein, à savoir qu'on peut vivre assez modestement. C'est-à-dire que ça ne coûte pas cher trop la vie. Ça nous permet d'avoir du temps pour pouvoir créer davantage sans avoir à devoir faire des petits jobs à côté qui vous prennent du temps et de l'énergie. Alors, à ce propos, on va écouter Élodie Banchereau qui nous parle de la créativité. Berlin est une ville créative, elle attire beaucoup d'artistes, notamment par le coût de la vie qui est assez faible, et puis parce qu'il y a une ambiance très particulière ici. Finalement, il y a peu de restrictions juridiques, de normes de sécurité, ce qui permet d'entreprendre et de créer facilement. Aussi, il y a peu de jugements sur le mode de vie, sur l'apparence, donc chacun se sent plus libre d'être comme il est et de créer sans avoir de pression financière particulière. Alexia Carr, est-ce que Berlin vous donne votre chance en tant qu'artiste? Eh bien, écoutez, certainement. En tout cas, ça m'a donné la chance de découvrir une autre langue, puisque quand je suis allée là-bas, eh bien, je ne parlais pas un mot d'allemand. Et j'ai appris sur le tas. Et donc, ça, c'est déjà un plus en Europe, en tout cas, de savoir parler une autre langue. Et en tant que créateur, bien sûr, puisque Berlin est une ville où il y a de la place pour créer. Pour des raisons historiques, puisque ça a été beaucoup détruit donc, pendant la guerre et ensuite après la chute du mur, où il y a eu donc le No Man's Land, qui a permis entre autres à beaucoup d'architectes de créer toutes sortes de choses, d'immeubles extraordinaires, ce qui donne un peu à cette image de la ville un côté patchwork, très varié. C'est pas une ville-musée. Voilà, exactement. Non, c'est une ville qui se transforme. C'est une ville musicienne aussi, oui. Si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Berlin est exceptionnel par le fait qu'il y a 3 opéras à Berlin, plus la Philharmonie, qui est donc une des salles qui a la meilleure acoustique au monde, donc pour la musique classique. Et je tenais à dire d'ailleurs que ce qui m'a marqué à Berlin, c'est de voir que les salles d'opéra sont remplies par des gens de tous âges, que les jeunes aussi vont à l'opéra, également habillés en jean, ou ça, c'est pas une chose qui est un problème. La culture est accessible à tout le monde. Et je crois vous-même que vous exposez à Berlin, vous représentez, vous êtes actrice aussi. Exactement. J'ai la chance d'avoir pu me produire plusieurs fois à Berlin, entre autres à l'Institut français, mais aussi dans toutes sortes de différents cafés ou cabarets qui m'ont ouvert leurs portes tout simplement en jugeant ce que j'ai fait, ce que je leur présentais et non sur mon passé ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé si j'avais des diplômes. Et en ce qui concerne la peinture, j'ai également exposé, oui, en effet, à l'ambassade du Maroc, entre autres, et aussi au fameux Hôtel Adelon. Voilà. Par le biais de rencontres, de réseaux, comment ça s'est passé? Tout à fait, mais d'ailleurs aussi grâce à certains Français, puisque je dois l'exposition de l'Hôtel Adelon grâce à Christelle, qui m'avait fait part de leur intérêt autour des artistes français dans cet établissement. Et je trouve que c'est... Un mot sur cet hôtel, puisque oui. Peut-être certains ne le connaissent pas. Écoutez, je crois que c'est un des plus vieils hôtels de Berlin, en tout cas le plus célèbre, puisqu'il se trouve juste à côté de la porte de Brandebourg. En face de l'ambassade. Exactement, oui. Enfin, sur la Pariser Platz. Voilà. Et où sont reçues donc toutes les personnalités, aussi bien politiques que artistiques. Puisque je crois que Michael Jackson y avait passé une nuit là-bas. Célèbre, voilà. C'est le Ritz de Berlin, en fait. Et c'est là où on peut voir vos œuvres. On a pu les voir. Voilà. Où on a pu les voir. Pendant 2 mois, elles ont été exposées là-bas. Mais j'ai exposé également dans des galeries, puisqu'il y a énormément de galeries à Berlin, de peinture. Vous dites Berlin n'est pas une ville musée. Dans quel sens vous dites ça? Par rapport à Paris, peut-être Alors, c'est une ville de musée, puisqu'elle est renommée pour son île au musée.
J'ai habité auparavant à Francfort et avec une offre culturelle intéressante. Et quand je suis partie à Berlin, je me suis dit, oh là là, point de vue culture. Et on m'a dit, si tu trouves pas ton bonheur à Berlin, c'est franchement que tu es trop difficile. Et le plus difficile à Berlin, c'est de choisir quelle offre culturelle on va aller voir le week-end finalement. Tellement l'offre est multiple, variée et pour tous les budgets. Donc effectivement, aller à la Philharmonie, on va croiser des personnes en robe du soir et des personnes en jean. Été comme hiver. Été comme hiver. Voilà, vous me disiez, il y a parfois l'hiver est un peu rude, mais ça bouge toujours en hiver quand même. Oui, ça bouge toujours. Les gens ont besoin de se mettre au chaud à l'intérieur et écouter de la belle musique qui réchauffe le cœur. Mais aussi, je voulais quand même mentionner le fait que en Allemagne, en tout cas à Berlin, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que, par exemple, dans des cafés, il y a des expositions de peinture, qu'il y a des vernissages. D'ailleurs, j'y ai participé en chantant, par exemple, à des ouvertures. Il y a donc de la musique est mélangée à l'art et aussi à la vie quotidienne. Tout le monde est concerné par la musique en Allemagne et ça se voit beaucoup à Berlin, je trouve. C'est vrai. La fête de la musique est une manifestation qui fait partie du paysage berlinois. C'est toute l'année la fête de la musique Presque. à Berlin. Exactement, oui. Beaucoup de monde joue des instruments de musique, ça fait partie de la vie et on peut aussi bien aller écouter, les jeunes écoutent aussi bien du Michael Jackson que du Beethoven. C'est tout à fait, c'est pas du tout... incompatible. Incompatible, c'était le mot que je cherchais. Très bien. Alors, donc, on vient de parler de la vie culturelle. Il y a une chose à savoir, c'est qu'à Berlin, il y a un système de sécurité sociale à 2 vitesses. Et on va écouter Ronan Legleux nous en parler. Mon expérience depuis 13 ans en Allemagne, c'est que la qualité des soins est très bonne de manière générale en Allemagne. Il y a d'excellents hôpitaux, d'excellents médecins. Ce qui est surprenant pour les Français, c'est qu'il y a un peu une médecine, néanmoins une médecine à 2 vitesses, entre ce qu'on appelle les assurés publics et les assurés privés. Ça peut choquer, et d'ailleurs ça choque beaucoup les Français. Il y a une véritable différence entre le public, entre l'assurance publique, qui correspond à notre sécurité sociale, et l'assurance privée, qui est en fait une mutuelle, mais sans sécurité sociale, c'est-à-dire uniquement une assurance par mutuelle. Christelle Auroux, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce système de sécurité sociale ? Alors, les Allemands ont un système particulier énormément de petites caisses d'assurance maladie, très corporatistes par ailleurs. En fait, jusqu'à un certain salaire, on est obligé de s'assurer à une de ces caisses d'assurance maladie dites publiques. Comme le disait Ronan Legleux, la qualité des soins est toujours la même, est toujours excellente. Par contre, ça peut faire une différence si on est opéré par un chirurgien normal ou si on est opéré par le professeur. Et pour être opéré par le professeur, il vaut mieux avoir une assurance dite privée. Cette assurance dite privée, par contre, n'est accessible qu'à partir d'un certain niveau de salaire, puisqu'elle sous-entend qu'on va payer par avance tous les frais. Donc, ça aboutit par contre à un système un petit peu qui peut choquer les Français et un petit peu injuste quelque part, où la première question posée par le médecin ou le cabinet médical va être, avant même de savoir ce qu'on a, êtes-vous assuré public ou êtes-vous assuré privé ? Si on est assuré privé, pas de problème pour avoir un rendez-vous. Si on est assuré public, en fonction des quotas déjà atteints par ce cabinet, on peut attendre un rendez-vous un peu plus longtemps. Le revers de la médaille, les urgences sont régulièrement engorgées pour des petits soucis. D'accord, donc vaut mieux être prévenu. Il vaut mieux être prévenu. Le coût de l'assurance privée est pas si énorme que ça, mais si on est indépendant, on a de toute manière plutôt une assurance privée. Si on arrive avec une famille, il vaut mieux choisir ce qu'on appelle l'assurance publique volontaire, où la famille et le conjoint seront assurés. Très bien, merci pour ces explications. On fait une pause et on se retrouve juste après pour parler de la scolarité à Berlin.
Alors, nous sommes toujours sur le plateau, à Paris, mais on parle de Berlin. Quelles sont les possibilités pour les familles françaises qui souhaitent venir à Berlin et scolariser leurs enfants? Les possibilités sont multiples, hein, je dirais, puisque pour une raison historique, il y a eu une présence française à Berlin à la fin de la guerre, donc l'enseignement du français et en français est très bien développé. Il y a un partenariat entre ce qu'on appelle le lycée français et l'école Voltaire, qui ont créé un campus franco-allemand. Donc finalement, l'éducation à la française à Berlin, c'est sans souci, sans mauvais jeu de mots, avec le château de Sans Souci. Par contre, elle n'est pas gratuite. Il faut compter avec un budget à peu près de 5 000 € par an quand même, plus les sorties, plus tous les à côté. Les autres alternatives sont des écoles dites internationales ou européennes qui proposent un enseignement, dans certains cas donc aussi en français, pas la méthode française, mais les places sont sont très prisées, donc c'est difficile. Il faut savoir, si on arrive en Allemagne, à Berlin, il n'est pas obligatoire qu'on ait une place directement. Alors, il y a une chose aussi à savoir, c'est qu'à Berlin, le système allemand est différent du système français. Il n'y a pas de maternelle. C'est justement un des avantages de ce campus franco-allemand, de proposer un enseignement dès la maternelle avec un vrai encadrement des enfants pour un développement personnel. Le jardin d'enfants à l'allemande est plus une grande garderie développant les capacités des enfants que un pré-apprentissage de ce qui se fera après. Sachant aussi que les maternelles sont assez bien développées à Berlin, puisque ça faisait partie de l'Allemagne de l'Est, et qu'en Allemagne de l'Est, il n'y avait aucun souci à ce que les femmes travaillent et ne prennent pas de grands congés de maternité. C'est un petit peu différent quand on se déplace vers l'Allemagne de l'Ouest, où il y a toujours la tendance à dire qu'un enfant a besoin de sa mère pendant au moins 3 ans. Très bien, oui, c'est ce qui est à mon avis vrai. Bon, on va se quitter là-dessus. Merci Alexia Carr d'être venue sur ce plateau pour nous faire découvrir vos multitalents. Et... merci à vous et auf Wiedersehen. Merci Christelle Auroux d'être venue sur le plateau également et d'être restée tout au long de cette émission pour parler de Berlin. On se quitte, mais vous restez en ligne puisqu'on part ensuite à Londres.